Assis devant. Assis devant, épisode 4. Robert Campeau, la déchéance d'un géant de Wall Street. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on revient sur le parcours houleux de Robert Campeau, un extravagant milliardaire franco-ontarien qui fut un temps l'un des acteurs les plus en vue de Wall Street avant de tout perdre dans ce qui constituait à l'époque la deuxième plus grosse faillite commerciale de l'histoire des États-Unis. Comme vous le savez, chaque épisode d'Assis devant part d'une image captée par notre équipe. Et aujourd'hui, le point de départ pour l'épisode est le 330 rue Sparks à Ottawa, communément appelé par les Ottaviens la place de ville Tour C. Il s'agit d'un bâtiment de 112 mètres, soit 29 étages, situé en plein cœur du centre-ville d'Ottawa et qui était jusqu'à tout récemment le plus haut bâtiment de la capitale nationale du Canada. Place de Ville Tour C fait partie d'un complexe de 3 tours à bureaux, soit Place de Ville Tour A, B et C. Il s'agit d'un projet qui visait à rivaliser avec la Place Ville-Marie de Montréal et le Dominion Center de Toronto. Et si on s'intéresse à ce bâtiment aujourd'hui, c'est parce qu'il a grandement contribué à propulser l'empire de Robert Bob Campeau. La construction de ce complexe débute au milieu des années 60. Il ne s'est pas fait sans complications, puisque techniquement, à Ottawa, aucun bâtiment ne peut être construit plus haut que le Parlement, qui lui trône à 45,7 mètres de hauteur. Malgré une forte opposition de la mairesse de l'époque, Mme Charlotte Whitton, une dérogation est accordée pour ce projet, puisque la place de ville Tour A et B doit atteindre 87 mètres. Une fois terminé, Robert Campeau ne perd pas de temps à tester à nouveau les limites du système en proposant cette fois-ci la construction de Place de Ville Tour C qui devait initialement atteindre 145 mètres, soit 42 étages. Bien que la ville d'Ottawa a approuvé ce projet, la commission de la capitale nationale l'a refusé et a proposé un compromis avec un bâtiment de 112 mètres, soit beaucoup plus haut que le Parlement. La construction débute donc en 1965 et se termine en 1972. La construction du complexe Place de Ville propulse Robert Campeau vers de nouveaux sommets, en plus de servir de base solide pour l'empire qu'il s'apprête à bâtir. Personne à l'époque n'aurait pu deviner que quelques années plus tard, Campeau allait presque tout perdre dans une série de fusions-acquisitions de haute voltige. Je vous rappelle que pour découvrir les photos de Place de Ville Tour C, n'hésitez pas à suivre la page Facebook ou la page Instagram d'Assis devant. Pour bien comprendre le phénomène Robert Bob Campeau, il est important de retracer son parcours. Robert Joseph Antoine Campeau naît le 3 août 1923 à Chelmsford, un petit village franco-ontarien qui fait aujourd'hui partie du Grand Sudbury. Il grandit dans une famille très pauvre en compagnie de ses 13 frères et sœurs. Campeau abandonne l'école en 8e année et comme plusieurs personnes de la région de Sudbury, il obtient à 14 ans un emploi dans une mine de nickel chez Inco, International Nickel Company, soit la plus grande compagnie minière de la région. Mais puisqu'il était trop jeune pour légalement travailler, il utilise le baptistère de son frère décédé pour décrocher cet emploi. Après quelques années à travailler dans l'industrie minière, Campeau quitte le nord de l'Ontario pour s'installer à Ottawa, qui connaissait à l'époque une forte croissance d'après-guerre. À ses débuts à Ottawa, il occupe divers emplois en passant de chauffeur de machinerie lourde à propriétaire de dépanneur. En 1949, il construit une première maison qu'il revend à profit. Il s'agit d'un réel déclic pour Campeau qui incorpore officiellement Campeau Construction Company en 1953. En quelques années seulement, Robert Campeau réussit à dominer le marché de la construction résidentielle à Ottawa. Sa spécialité, des bungalows et des maisons de ville sans flafla. La mairesse de l'époque, et oui, encore Mme Whitton, affirme même que quand elle voit les maisons de Campeau, elle se dit qu'un bombardement nucléaire ne serait pas si pire que ça après tout. Je pense que nous pouvons dire que Whitton et Campeau n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Mais il faut aussi reconnaître que Robert Campeau était connu pour couper les coins ronds, surtout en matière d'urbanisme et de réglementation. Par exemple, c'est arrivé que Campeau remette les clés d'une maison avant même que le système d'eau municipal soit branché. Il installait donc des réservoirs d'eau temporaires jusqu'à temps que les infrastructures permanentes soient prêtes.
Au total, Robert Campeau construit près de 25 000 maisons, ce qui lui pava la voie pour les hautes sphères de la finance. Pour voir des photos d'un quartier typique construit par Robert Campeau, rendez-vous sur la page Instagram et Facebook d'Assis devant. Robert Campeau ne veut pas s'arrêter là. Il vise plus haut que la construction résidentielle. C'est à ce moment-là qu'il se tourne vers des projets de plus grande envergure. Les années 60 seront fastes pour Campeau. Le tout débute avec la construction du méga complexe Place de Ville au centre-ville d'Ottawa. Vers la fin des années 60, le gouvernement de Trudeau père avait comme plan de répartir la fonction publique des deux côtés de la rive de la rivière des Outaouais. Cela était motivé en partie par la montée du nationalisme québécois. Trudeau se disait que s'il déplaçait des emplois de fonctionnaires du côté québécois, cela constituerait un frein à une éventuelle séparation, du moins pour la région de l'Outaouais. Qui de mieux placé que Robert Campeau pour orchestrer cette vision du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau? Campeau était après tout devenu roi et maître de l'immobilier dans la région d'Ottawa-Gatineau. De plus, pendant son ascension, il s'est lié d'amitié avec plusieurs politiciens comme Pierre Elliott Trudeau, Jean Chrétien, André Ouellette, Michael Pitfield, pour ne nommer que ceux-là. Il ne serait donc pas exagéré de penser que ces relations lui ont permis d'obtenir plus facilement des contrats. C'est exactement ce qui s'est passé. Bob Campeau obtient le contrat sans appel d'offres pour la construction de la Place du Portage, un complexe de tours à bureaux situé sur la rive québécoise et où près de 10 000 personnes y travaillent quotidiennement. Quelques années plus tard, il construit la Terrasse de la Chaudière, un bâtiment de 124 mètres qui trône au sommet de Gatineau. Ces deux méga-complexes nécessitent également l'expropriation massive de près de 4 000 résidents ainsi que plusieurs entreprises. Le succès de Campeau à Ottawa ne passe pas inaperçu, ce qui lui ouvre des portes à l'extérieur de la capitale nationale. Du côté de Toronto, il entreprend à la fin des années 60 un énorme projet de revitalisation de la zone riveraine, où il construisit plusieurs bâtiments. C'est également durant ces années qu'il développe un lien d'affaires avec Paul Reichman d'Olympia, New York, un autre puissant milliardaire au parcours houleux, mais beaucoup plus posé que Campeau. Ses principaux projets à Toronto sont la construction du Harbour Castle Hotel en 1975 et en 1988 de la Plaza Scotia, un bâtiment de 68 étages. Du côté de Montréal, Campeau achète en 1970 le terrain de l'hippodrome Blue Bonnets, où il prévoit construire un vaste développement de 750 millions de dollars. Un projet que Campeau décrit comme ayant le potentiel de créer un deuxième centre-ville. Le projet n'a finalement jamais vu le jour. Robert Campeau continue de diversifier ses avoirs en investissant dans des centres d'achat et des édifices commerciaux. Et au tournant des années 80, Campeau se lance à la poursuite du marché américain. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. La montée en puissance de Robert Campeau ne s'est pas faite sans heurts. Son caractère bouillant et ses méthodes hostiles font de lui un marginal de l'élite financière canadienne, plutôt dominée à l'époque par des anglo-protestants assez conservateurs. Campeau mentionna même en 1988 lors d'une entrevue avec le New York Times que son héritage catholique franco-canadien lui donnait d'entrée de jeu un désavantage sur la scène canadienne. Un des exemples les plus flagrants des tensions entre Campeau et l'Establishment est lorsqu'en 1980, il tente une acquisition hostile de la Royal Trust, aujourd'hui la Banque Royale. Cette proposition fut rejetée d'emblée. Le président de l'entreprise, Kenneth White, lance un avertissement à Campeau en lui disant « Tu penses peut-être que l'argent te permet tout, mais je ne t'aime pas et je vais appeler mes amis pour qu'ils achètent 50% des actions avant que tu puisses faire une contre-offre. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Plusieurs membres de l'Establishment se sont mis ensemble pour acheter la Royal Trust au coût de 200 millions de dollars, soit 4 $ de moins de l'action que ce que Campeau avait offert. Il s'agit là davantage d'une décision basée sur leur aversion de Campeau que d'une décision purement financière. Un sentiment anti-Robert Campeau était pratiquement devenu un prérequis pour faire partie de l'Establishment. La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario punira Kenneth White qui avait orchestré le tout, mais ce stratagème aura quand même réussi à tasser Campeau.
Sur le plan personnel, Campeau fait également face à plusieurs défis. Son premier mariage avec Claudia Leroux, son amour de jeunesse bat de l'aile. Elle élève pratiquement seule les 3 enfants du couple et pendant ce temps, Campeau entretient une relation secrète avec une Autrichienne du nom de Ilse Lubert, avec qui il a eu 2 enfants hors mariage. Pour camoufler son histoire d'amour, Madame Lubert habite sur une ferme située près de Montréal, toutes dépenses payées. Sa première femme finit par découvrir cette relation, ce qui mène au divorce du couple en 1969. C'est également à cette époque qu'il connaît son premier épisode de dépression, ce qui le mène à vendre son entreprise à Paul Desmarais, un autre milliardaire franco-ontarien qui grandit à quelques kilomètres du lieu de naissance de Campeau. Campeau épouse finalement Ilse Lubert, avec qui il aura 3 enfants. Ce n'est là qu'une partie de ses déboires et on est seulement rendu à la fin des années 70. Au début des années 80, Robert Campeau déménage à Toronto où il achète une grosse maison dans le quartier Birtle Path, un quartier cossu à 20 minutes du centre-ville. Il démolit rapidement cette maison pour y construire un énorme manoir de style faux château français de près de 25 000 pieds carrés. Il organisera plusieurs fêtes extravagantes dans cette résidence grandiose. Par exemple, lors de sa pendaison de crémaillère, il a tenté de prouver à l'establishment torontois qu'il était « the real deal » en organisant une des fêtes les plus extravagantes possibles. Parmi les invités, on comptait plusieurs gros noms et personnes influentes de la scène canadienne. Même Pierre Elliott Trudeau y était. Paul Anka est même descendu de Las Vegas avec l'ensemble de son orchestre pour offrir une prestation lors de la soirée. Bref, un vrai tour de force de Campeau. Robert Campeau prend de plus en plus goût à la stature sociale qu'il a acquise au fil du temps et son prochain projet le propulsera à un autre niveau et fera de lui une célébrité sur toute la ligne. Du moins pour un certain temps. Au début des années 80, Campeau consolide son empire en poursuivant son incursion du marché américain. Il construit dès lors des bâtiments tant commerciaux que résidentiels en Californie, au Texas et en Floride. En 1985, Robert Campeau apprend que Edward S. Finkelstein, le président de R.H. Macy & Company, cherchait à ramasser des fonds pour racheter l'entreprise des actionnaires. Pour les gens qui ne connaissent pas R.H. Macy & Company, il s'agit de l'entreprise qui possède la chaîne de grands magasins Macy's, qui est enracinée dans la culture américaine. Campeau y voit là une grande opportunité. Il tente donc d'obtenir une rencontre avec Finkelstein pour manifester son intérêt dans le rachat de l'entreprise. Cette proposition est repoussée du revers de la main. Campeau, avec son caractère explosif, ne se laissera pas abattre par ce refus. En fait, c'est tout le contraire. Cela le motivera à créer lui-même un conglomérat de magasins au détail, et ce, même s'il n'a aucune expérience en la matière. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que Campeau carbure au risque. En 1986, Robert Campeau offre 3,6 milliards de dollars américains, soit 4,9 milliards canadiens, principalement des dettes, pour acheter le conglomérat Allied Store, qui compte 750 magasins aux États-Unis tels que Brooks Brothers, Ann Taylor, Bonwit Teller et d'autres magasins régionaux. Pour plusieurs analystes, il était évident que Campeau n'avait pas les liquidités pour couvrir la mise de fonds nécessaire à la transaction. C'est donc principalement sur de l'argent emprunté qu'il devient propriétaire de l'entreprise. Un processus qu'on appelle dans le monde des finances un achat à effet de levier. C'est de cette façon que débute la folle épopée de Robert Bob Campeau dans le secteur du commerce au détail. Quelques mois plus tard, Campeau recroise le fer avec Edward S. Finkelstein. Les deux hommes convoitent le conglomérat Federated Department Store, qui inclut la bannière emblématique Bloomingdale. Le conseil d'administration de Federated Department Store considérait vendre au groupe Macy de Finkelstein, mais Campeau continuait d'augmenter son offre dans le but de convaincre les investisseurs. Pour mettre fin à cette guerre des enchères, Finkelstein invita Campeau à sa résidence de New York. Au final, Campeau sortira gagnant avec son offre de 6,6 milliards américaines, soit 8,2 milliards canadiens, ce qui lui permet de mettre la main sur Federated Department Store. Dans cette guerre aux enchères, Campeau a dû augmenter son offre de près de 40 %. Sans réelle expérience dans le domaine, Robert Campeau se retrouve à la tête d'un énorme conglomérat formé d'Allied et de Federated, qui en 1987 était le deuxième plus gros groupe de magasins de vente au détail aux États-Unis, avec des ventes de 15 milliards américains.
À l'époque, les analystes s'entendent pour dire qu'il a payé beaucoup trop cher pour l'entreprise, sans compter qu'il a dû hypothéquer la majorité de ses actifs. Il doit également inviter Paul Reichman d'Olympia New York, le même investisseur qui était à ses côtés lors de ses débuts à Toronto. Sa présence était nécessaire pour garder l'entreprise à flot. Vous pouvez presque deviner la suite des choses. Ce n'est pas une surprise pour personne. Robert Campeau aime être à l'avant-scène et New York lui offre tout ce qu'il a rêvé, pour un temps du moins. Après tout, il venait d'acheter Bloomingdale's, considéré à l'époque comme le magasin le plus glamour de New York. Campeau et sa femme ont rapidement fait sensation dans la communauté new-yorkaise. Seulement 5 jours après l'achat de Bloomingdale's, le couple a droit à un traitement royal lors d'un gala organisé dans le magasin. L'événement intitulé Hooray for Hollywood était présenté par Revlon, People's Magazine et Bloomingdale's. Vous pouvez donc vous imaginer que plusieurs célébrités y étaient. Par exemple, Brooke Shields faisait la promotion de Calvin Klein, Ralph Lauren de ses Chaps, Cher, Fawn Hill, Frank Guilford, Douglas Fairbanks Jr. y était, bref, la crème de la crème. Même si ces gens-là n'étaient pas directement là pour Campeau, ils se sentaient finalement à sa place. C'est aussi au même moment que le magazine Chatelaine place Robert Campeau dans sa liste des hommes les plus sexy du Canada. Il devient une personnalité People's au Canada et à New York. Campeau a le vent dans les voiles à son arrivée aux États-Unis. L'establishment de New York l'accueille même à bras ouverts. Robert et Hills auront droit à leur moment de gloire bien à eux lorsqu'ils seront les invités d'honneur d'une fête au Metropolitan Museum of Art de New York. Plusieurs grands noms de la scène new-yorkaise ont accepté l'invitation. Ça se bousculait presque au portillon pour discuter avec Campeau. Parmi les invités, on compte Anna Wintour, Robert Trump, le frère de Donald Trump, Malcolm Ford et plusieurs autres milliardaires et personnages influents de New York. Campeau semble bien en contrôle, mais en coulisses, les choses se compliquent. À peine quelques mois après cette grande fête au Metropolitan Museum of Art de New York, les déboires de Campeau commencent à s'ébruiter sur la place publique. En surface, tout semble bien aller, mais en coulisses, c'est une toute autre histoire. Il ne faut pas oublier que son empire du commerce au détail a été construit sur des dettes. À peine quelques semaines après avoir acheté Allied et avant même d'acheter Federated Department Store, Campeau doit se départir de certaines bannières comme Brooks Brothers, une chaîne de vêtements pour hommes bien en vue aux États-Unis, vendue pour 925 millions au groupe britannique Marks & Spencer. Il fait la même chose après avoir acheté Federated Department Store. Il vend certaines bannières, toujours dans le but d'atténuer sa dette et espérer que ça serve de levier pour son empire. Ces manœuvres auront pour effet de faire dégringoler la cote de crédit tant de Federated que d'Allied. L'agence de notation de crédit Moody's donne la cote B-3, soit un niveau plus haut que la cote d'une entreprise où l'on anticipe une faillite. Il devient de plus en plus évident qu'Allied et Federated fonctionnent sur un respirateur artificiel. Plusieurs magasins de Campeau perdent leur lustre d'antan. Par exemple, un cadre de Bloomingdale's, anciennement un des magasins les plus en vue de New York, évoque que pendant la période des fêtes en 1988, le magasin était dans un état lamentable, sale, avec très peu de stock. En 1989, l'empire de Campeau cumule un déficit d'un peu plus de 367 millions de dollars américains, et ce, seulement dans les 6 premiers mois de l'année. Il doit également payer 390 millions en paiement d'intérêts sur les dettes des deux entreprises. De plus, Campeau n'a pas respecté un engagement qu'il avait fait auprès des actionnaires d'Allied, soit de ne pas financer l'achat de Federated avec des junk bonds, soit des titres de créances de qualité inférieure qui sont souvent dits à rendement élevé ou spéculatif. Il avait donc, en quelque sorte, financé l'achat de Federated avec des dettes d'Allied. Rien pour l'aider à atteindre l'effet de levier tant recherché. Les déboires de Campeau vont même jusqu'à chambouler l'entièreté du système des junk bonds aux États-Unis. Il faut également noter que Campeau n'est certainement pas le seul responsable de ces déboires. En 1987, un important crash boursier touche Wall Street. Le 19 octobre, en une seule séance, le célèbre indice Dow Jones de la bourse de New York chute de 22,6%, ce qui a sans contredit eu un impact sur le rendement d'Allied et de Federated. La fin des années 80 et le début des années 90 marquent également une longue période d'instabilité économique qui aura finalement raison du conglomérat de Campeau.
En 1988, Robert Campeau fut forcé de vendre la grande part de son entreprise à la famille Reichmann au coût de 250 millions. La même année, Robert Campeau poursuit son fils Jacques devant les tribunaux en lien avec le contrôle de 2 millions d'actions d'une valeur d'environ 50 millions. Dès l'âge de 35 ans, Jacques devait avoir accès aux actions qui étaient placées dans la fiducie familiale. Cependant, Robert ne veut pas que son fils ait le droit de vote pour ces actions, puisqu'il représente quand même 3,5 % de l'entreprise et que cela aurait pour effet de diminuer sa majorité qui est seulement de 54 % après la vente au Reichmann. Son fils contre-attaque et entame lui aussi une poursuite contre son père. Évidemment, ces tensions au sein même de la famille Campeau seront étalées sur la place publique. Rien pour redorer le blason de Robert Campeau. Au final, Robert Campeau est congédié de l'entreprise qui portait son nom et en 1990, Federated et Allied s'écroule officiellement et déclare faillite à hauteur de 8,8 milliards de dollars. Juste comme ça, Robert Campeau venait d'orchestrer ce qui était à l'époque la deuxième plus grande faillite de l'histoire des États-Unis. Qu'en est-il devenu de Robert Campeau après sa faillite historique? Tout au long de sa carrière, Robert Campeau a combattu des épisodes de dépression, souvent très publicisés. Après la chute de son empire, il vend son manoir torontois bien en deçà de sa valeur estimée et s'exile en Autriche avec sa femme où il vivra dans un château loin des projecteurs. Il tentera une incursion dans le marché immobilier à Berlin, mais il abandonne le projet, ce qui mènera à des poursuites et ultimement à une faillite en 2001. En 1996, Campeau se divorce d'Ils. Ce divorce ne se fera pas sans accroc. Une longue saga judiciaire est enclenchée. Le couple ne s'entend pas sur la division des biens. Ce qui complique également les choses, c'est le fait que Robert Campeau a placé la majorité de ses avoirs au nom de sa femme. Entre-temps, Campeau rentre au Canada où il passera quelques mois dans un institut de santé mentale avant d'aménager dans une modeste résidence louée dans la région d'Ottawa. Il vit avec une pension annuelle de 75 000 $. Lui qui était à la tête à peine 10 ans plus tôt d'une entreprise avec un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars. Il se marie pour une troisième fois avec Christelle Detman. En 2003, il tente un autre tour dans le marché immobilier, mais cette fois-ci à Ottawa. Il planifie la construction de 45 maisons dans un développement de 120 acres dans l'ouest d'Ottawa. Cependant, les procédures judiciaires avec son ex-femme compliquent la réalisation de ce projet, puisque le terrain est techniquement au nom de sa femme. Finalement, près de 10 ans après le début des procédures de divorce, le tribunal donne raison à Campeau, qui a maintenant 83 ans. Sa femme doit lui verser 9 millions de dollars en plus d'une pension de 25 000 $ par mois. Il pourra même saisir les 3 condos au nom de sa femme dans la région de Toronto d'une valeur de 3 millions de dollars. Pour ajouter au spectacle, Ils Campeau crée un site web intitulé « The Real Truth About Our Marriage », la vraie vérité de leur mariage, où elle étale des documents privés du couple et des allégations diverses. Au final, il n'est pas clair si Ils a fini par payer les dus à Campeau. Au cours des dernières années de sa vie, Campeau consacre une grande partie de son temps à la gestion et l'administration de ses fondations caritatives. Il décède à Ottawa dans le quasi-anonymat le 12 juin 2017 à l'âge de 93 ans. Au final, l'ascension de Campeau aurait été tout aussi spectaculaire que sa chute. Il n'a jamais eu peur d'affronter l'establishment du monde des affaires, tant au Canada qu'aux États-Unis. Il refusait de suivre leurs règles, ce qui a ultimement eu raison de son empire. Malgré l'ampleur qu'a prise le personnage dans les années 1980, il existe aujourd'hui très peu de traces de Campeau. Bien évidemment, il y a les bâtiments qu'il a construits ici et là en Amérique du Nord, comme le complexe Place de Ville ou les milliers de maisons à Ottawa. Mais peu sont au courant du personnage qui se cache derrière ces constructions. Robert Campeau ne fut pas le premier à se planter en affaires et il ne sera certainement pas le dernier. Mais l'ampleur de ce qu'il a réalisé dans sa vie mérite d'être racontée et partagée. Pour voir les photos en lien avec cet épisode, n'hésitez pas à suivre la page Facebook et la page Instagram d'Assis Devant. Pour cet épisode, on vous propose des photos de la place de ville Tourcé et d'un quartier typique signé Robert Campeau. Merci à Julien Lavoie, photographe pour cet épisode. Assis Devant. À la recherche, à la réalisation et à l'animation, Éric Barrette.
La musique est de Jean-Philippe Levac. Nous avons plusieurs histoires fascinantes à vous raconter cette saison, alors restez à l'affût et n'hésitez pas à partager si vous avez apprécié.